C'est une nouvelle année qui démarre, mais rien ne change pour le programme de Smart Bourse. Nous poursuivons effectivement notre quart d'heure américain chaque lundi à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismart TV et à retrouver en replay et en podcast avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour camarades, comme vous nous dites régulièrement, Pierre-Yves. Happy New Year. Ben voilà, très bonne année à vous, meilleurs vœux. Bah tiens, comment est-ce qu'on peut souhaiter nos vœux à Elon Musk, qui a vécu une année 2022 quand même un peu compliquée. On peut regarder la performance de Tesla, par exemple, tout le battage autour du rachat de Twitter. Et tout ça continue visiblement. Pierre, est-ce qu'il y a encore des gens qui le soutiennent, Elon Musk ? Je crois que Elon Musk s'est mis tout le monde à dos. En ce début d'année, les choses s'annoncent un peu compliquées pour lui. Il s'est mis à dos ses actionnaires. On serait à moins. Ils ont perdu, s'ils sont actionnaires de Tesla, ils ont perdu 65% en 2022. Ils ont perdu pratiquement 40% rien qu'au mois de décembre. À tel point d'ailleurs que la participation de Tesla d'Elon Musk dans le capital de Tesla maintenant est de l'ordre de 44 milliards de dollars, ce qui fait que c'est un petit peu moins que ce que représenterait la capitalisation de SpaceX, sa société de transport spatial, qui elle aussi est un petit peu plus de 44 milliards de dollars. C'est dire à quel point le cours de Tesla a plongé depuis qu'il avait atteint, c'était en octobre 2021, Tesla avait une capitalisation de plus de 1000 milliards de dollars. Et puis, outre ses actionnaires, Elon Musk s'est mis à dos la gauche et le président Biden. Alors, c'était déjà le cas avant, mais enfin, ça s'est considérablement détérioré depuis quelques semaines. Souvenez-vous, très tôt dans l'administration de Joe Biden, lorsque des réunions étaient organisées à la Maison-Blanche pour discuter de ce qu'il fallait faire pour la filière automobile électrique, Elon Musk n'était pas invité. Donc ça a déjà très mal commencé. On peut se poser la question de savoir pourquoi. La réponse est assez simple. Elon Musk ne veut pas que le syndicat unique des ouvriers automobiles, UAW, représente le personnel horaire qui travaille sur ces chaînes de production aux États-Unis. Et puis Elon Musk est un libertarien affiché. Et alors là, il transgresse la règle de base, la règle fondamentale du milliardaire américain. Si on est très très riche aux États-Unis, il faut surtout ne pas s'afficher à droite. Il faut tout faire pour faire croire qu'on est de gauche, il faut donner de l'argent au Parti démocrate. Et non seulement Elon Musk ne fait pas ça, mais toutes les 5 minutes, il fait de la provocation. Ce n'est pas qu'il émet des doutes sur le wokisme, c'est qu'il s'affiche officiellement comme un anti-woke. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Même Jeff Bezos, par exemple, qui, pour des raisons philanthropiques tout à fait nobles, mais peut-être aussi par calcul politique, a fait de son Washington Post, qu'il a acheté pour 250 millions de dollars en 2013, si je ne m'abuse, un quotidien de combat du Parti démocrate, un quotidien qui devient difficile à lire si on est centriste. Jeff Bezos a compris qu'il ne faut pas s'afficher à droite quand on a beaucoup d'argent, ce qui n'empêche pas, lui aussi, d'avoir tous les syndicats contre lui. La presse, donc, est contre Elon Musk. Après l'avoir porté au nu, on lui trouve tous les défauts, et c'est assez facile puisqu'il fait beaucoup de provocations. Les réseaux sociaux sont naturellement contre lui, les syndicats et les employés de Twitter. Il en a viré, il n'y a pas d'autre mot, à peu près la moitié depuis qu'il a acheté l'entreprise Twitter en octobre. Et naturellement, tout ce beau monde estime être victime d'un hystérique, d'un malade mental, et ne manque pas de fournir des informations à toute la presse pour dénigrer le mode de gestion qui effectivement est assez incompréhensible de la part de quelqu'un qui a dépensé 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, société qui, au cours des 10 dernières années, a perdu de l'argent à 8 reprises. Pendant 8 ans, au cours des dernières années, Twitter a perdu de l'argent, une société qui est malade, qui ne valait certainement pas 44 milliards de dollars, et dont maintenant on s'aperçoit que finalement Elon Musk ne sait pas trop quoi faire.
Ça pose la question du cas Tesla, qui est la seule entreprise cotée d'Elon Musk aujourd'hui, Pierre-Yves, et vous l'avez très bien dit, sur 65% de baisse, il y a 40% de la baisse de Tesla qui s'est fait au cours du mois de décembre. Les 2/3 de la baisse annuelle s'est fait sur un mois où le Nasdaq a d'ailleurs plutôt bien tenu. C'est-à-dire que vraiment, on comprend qu'il y a quelque chose de spécifique à Tesla dans cette descente aux enfers, et peut-être même plus, quelque chose de spécifique à Elon Musk. Est-ce que c'est lui qui a les cartes en main? L'avenir boursier de Tesla dépend-il en grande partie, majoritairement, d'Elon Musk aujourd'hui? On peut se poser la question, effectivement, Grégoire, pourquoi est-ce que Tesla vaut si cher? Même aujourd'hui, après avoir perdu 65% de sa valeur l'année dernière, la capitalisation boursière de Tesla est de 389 milliards de dollars. On est très très loin donc de 6 000 milliards d'octobre 2021. Mais attendez, 389 milliards de dollars, c'est plus que la capitalisation de Toyota, de General Motors, de Ford et de Stellantis réunis, combinés. Dire que Tesla s'est considérablement déprécié, oui, mais il pourrait y avoir encore beaucoup de chemin à faire dans la descente aux enfers. La production de Tesla dans son usine de Shanghai est sérieusement perturbée par les problèmes spécifiques à la Chine. Le coût des matières premières pour les batteries, qui sont un élément fondamental de fabrication des véhicules électriques de Tesla, ce coût des matières premières pose problème. Les Tesla se vendent moins bien qu'avant. Tesla a été obligé de pratiquer un rabais de 7 500 $ à la fin de l'année dernière pour vendre ses véhicules. Et puis la concurrence arrive, hein, à force de dire qu'il faut miser sur les véhicules électriques. Beaucoup de constructeurs sont en train de nous sortir des véhicules qui vont faire concurrence directement à ceux qui achetaient a priori systématiquement Tesla. Quelle prime, quelle raison peut-on imaginer pour dire que Tesla vaut plus que les autres avec un ratio de prix-bénéfice de 38, alors que Ford et General Motors sont en dessous de 6, que Toyota est autour de 11? Est-ce que l'on s'attend à ce que Tesla, un petit peu comme Apple, nous sorte un nouveau produit tout d'un coup, un véhicule autonome ou autre chose qui justifierait une prime? C'est difficile à dire. J'espère que vous n'avez pas mis toutes vos économies dans les actions de Tesla, parce que je crains qu'il y ait encore des journées compliquées en 2023 pour le constructeur de Fremont. Bon, l'idée d'une normalisation effectivement sur un marché du véhicule électrique où Tesla est beaucoup moins seul qu'il y a encore ne serait-ce que 2 ans, et la concurrence est montée en puissance de manière très rapide au terme de ces années Covid. Sur le plan des GAFAM au sens large même peut-être, Pierre-Yves, on a traité le dossier Tesla. Pour le reste, les valeurs stars, les grandes blue chip technologiques américaines ont beaucoup souffert évidemment en 2022, on en a beaucoup parlé. Est-ce que Wall Street, est-ce que les investisseurs, est-ce que les stratégistes sont tentés de faire des calls plus positifs désormais sur ce segment toujours très important du marché américain? Écoutez, ça fait au moins 25-30 ans que tout le monde dit aux petits porteurs, et aux pas si petits porteurs d'ailleurs, buy the dip, c'est-à-dire profiter d'une baisse soudaine des cours pour racheter des valeurs qui, sur le long terme, si ce sont des bonnes sociétés, sur le long terme, sont appelées à progresser. Et cette stratégie de buy the dip a particulièrement bien fonctionné dans un environnement où l'argent était gratuit, où la Réserve fédérale faisait en sorte que les taux d'intérêt soient proches de zéro. Depuis que tout s'est inversé, la stratégie du buy the dip ne fonctionne plus. Elle a provoqué un véritable carnage en 2022, mais ça ne veut pas dire que quand la Fed va adopter une politique de stabilité de ses taux, voire de recul de ses taux, le buy the dip ne fonctionne pas. Le carnage, on le connaît, j'ai quelques chiffres là. Meta a perdu 64% l'an dernier. Tesla, on l'a dit, 65%, Netflix 51%, Amazon 50%. L'indice du Nasdaq, 33,5% de baisse. Est-ce que pour autant ces valeurs sont bon marché? Elles ont pour elles des choses que d'autres n'ont pas, on le sait. Elles ont la capacité d'innovation technologique
et leur technologie peut leur procurer une certaine protection contre la concurrence dans certains cas particuliers. Et il n'est pas absurde de penser qu'aujourd'hui, si l'on achète Microsoft qui a un PER qui est tombé à 26, on achète une société énorme qui est très diversifiée, qui est dans le cœur de pratiquement tout ce qui est numérique et qui est sur un bureau dans une entreprise. À moyen terme, c'est certainement, moyen et long terme, c'est certainement une occasion d'entrée. Est-ce que ça ne veut pas dire que Microsoft ne va pas baisser cette année? Ça, c'est très possible. Mais qui peut être capable de faire le timing du marché? C'est beaucoup plus compliqué pour les sociétés dont le modèle économique est douteux. La caricature étant bien entendu Facebook, qui s'appelle aujourd'hui Meta Platforms. On ne sait pas trop pourquoi. On ne comprend rien à ce que veut faire Mark Zuckerberg, et son actionnariat est stupéfait devant ce qu'il est en train de faire de l'entreprise. Le ratio prix-bénéfice de Meta Platforms est tombé à 11,5. Alors, si vous pensez que c'est une bonne affaire, allez-y, c'est le moment. Si vous pensez que l'avenir est dans le métavers, franchement, c'est le moment d'y aller à fond sur Meta Platforms. Quant à Netflix, Netflix a une capitalisation de 131 milliards de dollars aujourd'hui. C'est un petit peu moins que celle de Disney. On a eu une correction là quand même assez importante. La capitalisation de Disney est de 158 milliards de dollars. Enfin, Netflix pour autant n'est pas bon marché. Un PER de 28. Donc oui, il y a probablement des affaires à faire. Est-ce qu'il faut les faire tout de suite? Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre un petit peu, de voir quelle sera l'ampleur de cette récession que tout le monde nous prédit aux États-Unis et qui pour le moment ne se matérialise pas? Intéressant, hein. Après cette correction, ce sera particulièrement intéressant de suivre le sort ou les sorts différents d'ailleurs de ces so-called GAFAM. Certaines sont encore un peu chères peut-être, d'autres le sont moins, mais attention, il y a des pièges, des value traps également, et ce qui n'est pas cher peut le rester parfois longtemps. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain, 17h45 en direct dans Smart Bourse sur Bismart, rediffusé à 20h45 en replay et en podcast.